50 000 € de dons en 2 semaines. Et bien voilà, grâce à vous, on y est arrivé. Tocsin vivra, Tocsin verra avec vous. Merci à tous, merci de nous avoir soutenus, merci pour tous ces dons. Merci pour tous ces dons en si peu de temps. Et voilà, vous êtes maintenant, vous faites partie des résistants du Tocsin et vous avez voulu qu'on aille plus loin. Et on va aller plus loin, évidemment. On va prolonger notre cagnotte Tipeee pour mettre en place cette newsletter, la newsletter du soir, Tocsin matin, Tocsin soir. 2 rendez-vous avec vous, le matin et le soir. On continue la résistance toute la journée. On va d'ailleurs mettre en place un groupe de résistance sur Telegram, si vous le voulez bien. Et puis évidemment, le magazine, La Trace écrite, puisqu'évidemment, la résistance se fait aussi par l'écrit, vous le savez bien. Voilà, si vous voulez bien continuer ces objectifs avec nous, on vous attend. Et encore merci évidemment à tous les soutiens de Tocsin, à tous ceux qui ont entendu l'appel du Tocsin et qui sont derrière nous maintenant pour cette belle aventure. Merci à vous. Nous allons désormais voir ce qui se passe en Arménie. Vous savez que l'Arménie a été bombardée par l'Azerbaïdjan depuis 2 jours. Que se passe-t-il? On va poser la question à Éric Denessé et Laurent Lélékian. Corps. 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 Corps à corps. Donc, comme je vous le disais, donc après 2 précédentes guerres qui ont déjà meurtri la région, l'Azerbaïdjan a lancé des raids aériens sur la principale ville du Haut-Karabakh, province peuplée majoritairement d'Arméniens, sur laquelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan revendiquent leur souveraineté. En tout cas, ces tirs ont provoqué 5 morts, 80 blessés. La population de cette province qui souffrait déjà, il faut le rappeler, du blocus azéri qui empêche la circulation entre l'Arménie et son enclave, provoquant des pénuries graves sur place. Eh bien, on avait donc cette population sans ressources, sans soutien et désormais pilonnée par l'armée de l'Azerbaïdjan. L'avenir donc de ces 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh est particulièrement en danger. Et nous, on va tenter de comprendre les enjeux en cours et quelles sont les puissances qui jouent autour de cette scène, cette nouvelle scène de guerre. Et pour mieux comprendre tout ça, nous sommes avec Éric Denessé et Laurent Lélékian. Bonjour Éric Denessé. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement, et vous avez dirigé notamment cet ouvrage collectif avec Tigran Yegavian intitulé « Haut-Karabakh, le livre noir » aux éditions Ellipse. Et nous sommes également avec Laurent Lélékian. Bonjour Laurent Lélékian. Oui, bonjour et merci à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste géopolitique et spécialiste de l'Asie mineure et du Caucase. Alors, d'abord, peut-être, je vais me tourner vers Éric Denessé. Éric Denessé, quelles sont peut-être les dernières nouvelles et ensuite les enjeux autour de cette nouvelle offensive contre l'Arménie? Écoutez, les dernières nouvelles sont mauvaises puisque l'Azerbaïdjan semble absolument déterminé à éradiquer la présence arménienne du Haut-Karabakh et semble même avoir le feu vert des Russes et de la communauté internationale puisque absolument personne n'a réagi à part la France qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale, l'Union européenne, à part quelques vagues annonces pour demander cessez-le-feu, tout le monde ferme les yeux sur presque cette forme de génocide qui est une nouvelle fois en train de se produire sur ces terres arméniennes ancestrales du Haut-Karabakh. Oui, alors vous parlez justement de la Russie, puisque vous dites tout le monde, les pays, un grand nombre de pays a l'air de fermer les yeux. Il faut rappeler que la Russie était censée être un peu juge de paix, elle était garante du cessez-le-feu de 2020, et là, l'Arménie lui demande de l'aider à stopper l'agression azerbaïdjanaise. Elle juge que la Russie n'en fait pas suffisamment. Et à ce sujet, on a pu voir Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, poster sur sa chaîne Telegram, deviner quel sera son sort en parlant de l'Arménie. Une façon peut-être de reprocher à l'Arménie d'avoir pris ses distances avec Moscou, Éric Denessé? Oui, malheureusement, on le voit, l'Arménie souffre d'un vrai déficit de vrais leaders. Ça a été le cas avec les dirigeants arméniens qui ont pris le pouvoir à l'issue de l'indépendance dans les années 91, donc des anciens communistes, puis avec Nicole Pachinian, l'actuel Premier ministre, qui a bien sûr fait cette erreur fondamentale de prendre ses distances avec Poutine, voire d'être très agressif vis-à-vis de la Russie il y a 7-8 ans. Et puis, il continue les impairs, ne sachant pas trop quoi faire. Il faut reconnaître que les cartes du gouvernement arménien ne sont pas non plus très importantes. Il a déclenché
manœuvres communes avec les Américains. Tout ça fatigue beaucoup Moscou. Et finalement, on se rend compte que les Russes ont décidé presque de passer par perte et profit cette région du Haut-Karabakh, considérant probablement que l'Azerbaïdjan est plus important pour eux. Et voilà, c'est sur le plan humanitaire comme sur le plan politique, c'est une erreur fondamentale. Je crois qu'il faut être très clair. Il faut reprocher aux Russes la politique actuelle qu'ils mènent, même si malheureusement le gouvernement d'Erevan est en partie responsable de l'attitude de Moscou à son égard. Ouais, évidemment. Alors, on va revenir sur le gouvernement d'Erevan, mais peut-être, Laurent Lelekian, revenir sur cette situation avec la Russie. Est-ce que vous croyez que l'Azerbaïdjan s'est retrouvé, s'est senti libre depuis que la politique, la diplomatie, on va dire, entre la Russie et l'Arménie n'était plus au beau fixe? Oui, certainement. Avant de répondre à votre question, d'abord, merci d'évoquer ce cas. Et puis surtout, je voudrais souligner qu'on parle d'un jeu de puissance abstrait. Sur le terrain, comme l'a dit Éric Donessé, il y a des morts, il y a des déplacés. Vous avez cité le chiffre de 80 blessés et 5 morts. Maintenant, moi, j'ai des chiffres plus élevés. On est déjà à 30 blessés, à 200 blessés, pardon, et 30 morts. Il y a des milliers de déplacés. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas une guerre comme l'affirme l'Azerbaïdjan, ni encore moins une opération antiterroriste. Vous avez des gens, pour l'essentiel des civils, qui habitent là depuis toujours et qui sont soumis à une tentative d'épuration ethnique et qui est sur le point de réussir d'ailleurs, puisque après avoir tenté de les affamer pendant quasiment un an et que ça ne marche pas, et bien maintenant, sans doute que Aliyev, excédé par l'échec de cette tentative de faire partir les Arméniens en les affamant, eh bien, a décidé de passer à la manière plus forte. Pour revenir à votre question, très certainement, Pachinian a commis de nombreuses erreurs. La politique que mène Pachinian aurait été très bien, je suppose, si l'Arménie avait été située, je ne sais pas, moi, quelque part entre la Colombie et le Pérou. Là, il n'y avait pas de problème. Mais quand vous êtes au Caucase, entouré d'États autoritaires et d'États voyous même, comme l'Azerbaïdjan, vous ne pouvez pas faire ça, c'est-à-dire annoncer les principes démocratiques et couper court avec le seul soutien que vous avez, en l'occurrence la Russie. Donc, le seul soutien sur le terrain, oui. Oui, il est clair que Pachinian a irrité la Russie. Il est clair que ce blanc-seing laissé à l'Azerbaïdjan, parce qu'il faut bien comprendre aussi que l'Azerbaïdjan ne bougerait pas le petit doigt sans l'aval russe, eh bien, ce blanc-seing a pour but de faire tomber Pachinian. D'ailleurs, on voit que ça a provoqué des manifestations à Yerevan. Et le dernier, à mon avis, quelque chose qui est peut-être passé un peu sous les radars, vous avez mentionné par Éric Donessé, ce sont ces exercices américains faits en Arménie récemment. Alors, oui, dites-nous en plus. Oui. Alors, ça a sans doute hérité, pour sûr, la Russie, mais il y a un autre acteur que ça a pu hériter, qui était peut-être le dernier aussi qui prévenait une agression azerbaïdjanaise, c'est l'Iran. L'Iran n'a pas dû apprécier ça. Il y a eu une visite de Bayramov à Téhéran, donc du ministre des Affaires étrangères, azerbaïdjanais à Téhéran il y a quelques jours. Il est clair que Bayramov est allé chercher le blanc-seing aussi de Téhéran. Et voilà. Donc, vous n'avez plus, vous avez des blanc-seing évidemment, même un encouragement turc, un blanc-seing russe, un blanc-seing iranien. C'était le moment pour l'Azerbaïdjan. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez effectivement des puissances occidentales pusillanimes qui, je reviendrai peut-être là-dessus après, peut-être que vous avez d'autres questions, mais le message est déplorable pour tous les États en voie de démocratisation, à mon avis, parce que ça veut dire que si vous choisissez la démocratie, eh bien, vous serez laissé à vous-même. C'est un peu ce qui est sous-entendu. Alors, évidemment, je dis pas que ce qui est sous-entendu par Dimitri Medvedev est la vérité, loin de là. Mais malgré tout, le message, c'est ça. C'est vous avez voulu jouer à vous occidentaliser, à vous américaniser. Eh bien, voilà comment vous êtes défendu aujourd'hui. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'êtes pas défendu. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, et ça soulève des questions, c'est sûr. Mais vous avez eu raison tout à l'heure, Laurent Lelekian, de bien nous remettre dans la réalité de ces difficultés et de ces morts que vit aujourd'hui l'Arménie, puisqu'évidemment là on est parti un petit peu vite peut-être par ma faute dans l'abstraction et dans les enjeux, mais il faut rappeler que en ce moment même, et puis d'ailleurs c'est ce que je rappelais, avec ce couloir, ce blocus sur le couloir, le corridor qui reliait l'Arménie et le Haut-Karabakh, cette population était déjà gravement en difficulté. Donc vous avez bien fait de refaire
un point là-dessus. Mais pour mieux comprendre en effet les enjeux, où on commence à voir ce qui se joue, il y a la tendance américaine, les Américains qui ont commencé à faire des exercices, notamment sur place, qui déplaît à l'Iran, qui déplaît à la Russie. Quel jeu et quelle influence a la Turquie, Éric Dionessé? Alors, c'est vrai qu'on parle moins de la Turquie depuis quelques jours. Elle a un rôle essentiel puisqu'elle est le principal soutien et le principal conseil du gouvernement de Bakou, du gouvernement Aliyev. Elle l'a largement aidé, approvisionné en armes, en conseillers militaires, en technologie pendant la guerre de 2020. Donc, la Russie, la Turquie doit se frotter les mains parce qu'elle n'apparaît pas au premier rang des acteurs dans cette crise. Mais son objectif final est exactement le même que celui de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire éradiquer les Arméniens de cette région et parvenir à une continuité géographique entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui sont deux peuples frères et qui disent de manière très claire, en tout cas c'est ce que disent leurs dirigeants, qu'il s'agit presque d'un même État séparé, d'un même peuple, d'une même nation séparée entre deux États. Et donc la complicité entre Ankara et Bakou est bien sûr extrêmement forte. D'accord. Et Laurent Léléquin, tout à l'heure, vous parliez de génocide. Vous disiez que c'était un véritable génocide contre la population arménienne, un nouveau donc. Vous pensez que c'est vraiment l'objectif? Très clairement, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Ilham Aliyev lui-même qui promet tout et son contraire. Il promet les mêmes droits aux Arméniens du Karabakh qu'aux autres citoyens azerbaïdjanais, qui n'ont donc aucun droit, hein, comme on sait, puisque c'est quand même, quand vous regardez les classements internationaux, l'Azerbaïdjan est dans les tréfonds de tous les classements de droits de l'homme ou ou de liberté fondamentale. Et puis par ailleurs, il a dit très clairement qu'il voulait chasser les Arméniens. D'ailleurs, vous avez peut-être noté que le blocus laissait parfois sortir des gens, mais jamais rentrer. Donc le but, c'est de vider cette poche qu'est le Karabakh, qui est devenu une sorte de camp de concentration à ciel ouvert de sa population autochtone. C'est un véritable génocide. Et d'ailleurs, en août, là, enfin fin août et puis début septembre, vous avez des autorités morales qui l'ont dit. Vous avez par exemple Luis Moreno Ocampo, qui est quand même le premier procureur de la Cour pénale internationale, ou Juan Ernesto Mendes, qui était le conseiller spécial des Nations Unies pour les génocides, pour les génocides, le secrétaire des Nations Unies pour les génocides, eh bien, qui ont tous deux dit, qui ont produit des rapports en disant nous sommes devant un génocide. Oui. Et qui normalement devrait d'ailleurs, le génocide est un crime dit erga omnes contre tous et devrait ipso facto déclencher la réaction de la communauté internationale. Donc, en n'intervenant pas, la communauté internationale montre que ces principes ne sont jamais utilisés qu'au gré de ses intérêts et que ce ne sont donc pas des principes, mais simplement des outils. Et ça, c'est un message. Bien sûr, c'est désastreux pour les Arméniens, mais c'est désastreux pour le monde qu'on prétend représenter. Oui, pour les valeurs que l'on prétend défendre, par exemple sur d'autres scènes de guerre également. C'est vrai que évidemment, on peut s'empêcher de se demander pourquoi il n'y a pas la même réaction que ce qui s'est passé en Ukraine, notamment. Éric Dionessé. En Ukraine, ça sert des intérêts, oui. Alors qu'en Arménie, ça ne sert pas d'intérêt. Oui, mais je crois qu'il faut. Laurent Léléquin a raison. L'Arménie aurait des réserves d'hydrocarbures, elle ne serait pas dans cette situation-là pour les intérêts qu'elle pourrait représenter. Et on voit très bien la manière dont l'opinion internationale et les médias se polarisent sur les pauvres Rohingyas, les pauvres Ukrainiens, les pauvres migrants, et puis on a un silence absolument total sur ce qui se passe au Karabakh et en Arménie, parce qu'il faut rappeler que le régime de Bakou a fait de nombreuses incursions territoriales sur le territoire souverain de l'Arménie, sans que personne ne proteste, et il faut aussi rappeler que le génocide arménien a commencé en 1915, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas finie, et c'est depuis plus d'un siècle maintenant des séries soit de génocides, soit de pogroms qui sont systématiquement organisés dans cette partie du monde contre la minorité arménienne, sans que finalement grand monde réagisse. Et moi, il y a un point, Clémence, que je voudrais souligner, que je trouve tout à fait à la fois contradictoire et scandaleux, c'est la politique israélienne.
Israël, qui est un peuple qui est victime de la Shoah, comme tout le monde le sait, n'a jamais connu le génocide arménien et aujourd'hui est l'un des principaux alliés et le principal fournisseur d'armes de l'Azerbaïdjan. Alors, il y a bien sûr des gens qui s'insurgent contre ça en Israël. Le quotidien Haaretz a publié notamment en mars et ces jours derniers toute une série de reportages mettant en lumière à la fois les livraisons d'armes en Azerbaïdjan et leur concomitance avec la reprise des offensives contre les Arméniens. Mais finalement ce superbe égoïsme israélien, parce que l'alliance avec Bakou est faite pour lutter contre l'Iran, ce que l'on peut comprendre dans une perspective de Tel Aviv, c'est aussi, je dirais, fermer les yeux sur un peuple qui a connu et qui continue de connaître un destin similaire au leur. Et ça, c'est tout à fait condamnable et je crois qu'il faut le dire haut et fort. Oui, vous avez raison. Et merci d'être là pour le dire, Éric Denessé, aujourd'hui. Peut-être tout de même, on parle de la réaction internationale. On va s'intéresser un peu à la réaction de la France. Je le précise, il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay qui condamne avec la plus grande fermeté le lancement par l'Azerbaïdjan, je cite, d'une opération militaire au Haut-Karabakh, dénonçant l'utilisation d'armements lourds, y compris contre des zones habitées. La France appelle l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement son offensive et à revenir au respect du droit international. Voilà ce que dit le communiqué du Quai d'Orsay, entre autres. Donc il y a quand même une réaction d'une France qui condamne. Alors évidemment, ça ne suffit pas de condamner, mais est-ce que c'est déjà pas un point de départ? Et puis peut-on espérer peut-être un enchaînement en chaîne et puis une réaction un peu plus forte et plus musclée par la suite? Éric Denessé, Laurent Léléquian sur cette question. Éric Denessé, pour commencer. Oui, écoutez, pour l'instant, au moins, on peut dire que la France, sur ce dossier-là, est la seule à monter, je dirais, au front et à demander à la fois la cessation des hostilités et la réunion du Conseil de sécurité. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que nous le faisons et ça n'est jamais suivi d'effet parce que d'abord, nous n'avons pas les moyens, nous, d'intervenir et de peser dans la balance et que tous les autres acteurs internationaux en ont décidé autrement. Donc, c'est un espèce de barreau d'honneur qui, je le crains, ne mènera pas à grand-chose. Je préférerais me tromper, mais malheureusement, les différentes situations de ce type qui sont multipliées depuis les cessez-le-feu de 2020 ont montré qu'à part crier dans le désert, ça ne servait pas à grand-chose puisque l'Azerbaïdjan continue ses provocations, continue les tirs et les exactions sur les populations du Haut-Karabakh et sur le territoire arménien et qu'à ce jour, donc depuis plus de 2 ans, personne n'a réagi. D'accord. Laurent Léléquian, concernant la réaction de la France? Alors écoutez, oui, je crois qu'effectivement, il faut souligner que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on a enfin une réaction aussi ferme, claire et dépourvue d'ambiguïté de la part de la France. Et d'ailleurs, les autres puissances un peu également aussi. D'habitude, vous aviez des communiqués du type « on appelle les parties à revenir à la table de négociation ». Enfin, ça restait flou et on ne désignait pas l'agresseur. Là, pour une fois, l'agresseur est clairement désigné. Là, on dit qu'il pourrait y avoir des sanctions. Maintenant, ça reste du déclaratoire. On reste dans la déclaration, il n'y a pas de sanctions. Et là-dessus, je voudrais dire 2 choses. Oui. On comprend la difficulté de la France seule à mettre en place certains types de sanctions économiques. Parce que, par exemple, pour les importations venant d'Azerbaïdjan, c'est des compétences qui relèvent du marché intérieur de l'Union européenne. Et il faudrait donc un accord européen. Je vous signale d'ailleurs à ce sujet qu'on n'a jamais importé en Union européenne autant de gaz russe qu'aujourd'hui, oui. y compris de gaz russe. Mais qui ne passe pas par la Russie, c'est ça? Alors, on ne sait pas trop par où il passe, mais une partie de ce gaz passe par l'Azerbaïdjan. Oui, tout à fait. Les Azerbaïdjanais, en vérité, c'est du gaz russe. Mais vendu plus cher, au passage. Vendu plus cher au passage, voilà, comme ça on enrichit d'autres dictateurs, c'est mieux. Oui. Mais donc, on pourrait imaginer idéalement un accord européen là-dessus, mais en deçà de ça, vous avez des mesures que pourrait prendre tout à fait unilatéralement la France et qui ne lui coûteraient pas grand cher et qui coûteraient plus cher, même ne serait-ce que symboliquement, à l'Azerbaïdjan. Vous pourriez, par exemple, imaginer que la France gèle les avoirs des avoirs des autocrates et des oligarques azéris en France, ou les saisissent, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour les oligarques russes. Là, vous n'avez rien à demander à l'Union européenne, ni à qui que ce soit, vous le faites, c'est tout. Vous pouvez également prononcer des interdictions de 7 jours de ces gens-là. Vous pouvez aussi rompre les relations diplomatiques. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'Union européenne ou, que sais-je, les États-Unis ou le pape. Vous pouvez, par exemple, décider, même si c'est de l'ordre du symbolique, d'interdire, de bannir la délégation azerbaïdjanaise aux futurs Jeux Olympiques de Paris.
par exemple. Ce sont des exemples. Mais il ne faut pas croire qu'on est si pieds et poings liés que ça. La France pourrait faire des choses. Elle ne le fait pas jusqu'à présent. Peut-être qu'elle le fera. Je l'espère, je le souhaite. Parce que sinon, eh bien, encore une fois, ça voudrait dire que nos principes, c'est du beurre, c'est du flan. Oui, mais alors, pour revenir sur ces mesures qui peuvent être prises contre l'Azerbaïdjan, on a vu justement le fait que les mesures prises contre la Russie ne servaient strictement à rien finalement, et même parfois étaient contre-productives, notamment les sanctions économiques. Finalement, la Russie, je ne vais pas dire en a profité, mais donc a développé d'autres marchés. Et tout ça pour dire que finalement, l'Azerbaïdjan, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, Éric Denessé ? Oui, d'abord parce que l'Azerbaïdjan est un pays d'environ 11 millions d'habitants. Ce n'est pas la Russie de 180 millions d'habitants avec son arsenal, son histoire, ses capacités industrielles. En plus, l'Azerbaïdjan est un État extrêmement dépendant de beaucoup de ses alliés et de ses partenaires commerciaux. Et effectivement, si une partie ou la totalité des mesures que préconise et auxquelles je me rallie Laurent Lelekian étaient appliquées, elles auraient indéniablement, d'une part, un effet sur l'Azerbaïdjan, parce c'est un pays qui se bat énormément pour son image et qui essaie de se présenter partout dans le monde comme une démocratie, comme un État pluraliste, comme un État laïque, qui dépense des sommes d'argent assez phénoménales en lobbying, si ce n'est en corruption, pour justement avoir des relais d'influence dans tout le monde occidental. Et donc, si la France était la première à remettre cela en cause, il y aurait de toute façon un effet d'entraînement. Mais malheureusement, nos positions, en dépit du fait que le Quai d'Orsay était le premier à réagir hier, nos positions restent pour l'instant totalement déclaratoires. Alors, il y a une question que je vais vous poser, je vous laisse préparer la réponse puisqu'on va partir rapidement en autopromo, c'est quel est le rôle là-dedans des Américains ? Vous avez parlé des exercices militaires américains, justement l'Arménie qui tente de se tourner vers l'Occident et évidemment vers le grand frère américain, que font-ils aujourd'hui ? Comment réagissent-ils ? On en parle dans quelques instants, on reste toujours avec Éric Denessé et Laurent Lelekian pour parler de cette situation dramatique en Arménie, mais tout de suite une rapide autopromo parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En une semaine à peine, Tocsin a réuni plus de 30 000 € de soutien auprès de 500 donateurs, réuni plus de 18 000 abonnés sur YouTube et 5 000 sur Twitter. Nos vidéos ont déjà été visionnées plus de 200 000 fois et Clément Soudiakova a reçu à son micro Jacques Sapir, André Berkoff, Virginie Joron, Juan Asensio, Nicolas Battini, Thibaut de Montbrial, Michel Onfray, Daniel Herrero. C'est ça, la naissance d'un média qui redonne le pouvoir au peuple. Retrouvez Clément Soudiakova du lundi au jeudi de 8h à 10h et le vendredi l'excellent Nicolas Vidal. Reprenez avec eux le pouvoir. Retrouvez-nous sur toxin-media.fr et soutenez-nous sur toxin-media.fr/soutien. toxin-media.fr/soutien. Et on revient dans ce corps à corps avec Éric Denessé et Laurent Lelekian. Alors, Éric Denessé, toujours directeur du CFDR, Centre français de recherche sur le renseignement, qui a dirigé récemment, un ouvrage collectif avec Tigran Yegavian intitulé Haut-Karabakh, le livre noir aux éditions Ellipse. Et puis, Laurent Lelekian, analyste géopolitique et spécialiste de l'Asie mineure et du Caucase. Donc, on parle de ce qui se passe, des tirs azéris contre l'Arménie et contre notamment cette province du Haut-Karabakh. Et la question qui se pose désormais, c'est justement quelle est la réaction américaine d'abord depuis ces tirs, Laurent Lelekian ? Ça a été une condamnation, mais on reste dans le déclaratoire. Vous avez le secrétaire d'État Anthony Blinken qui a déclaré très fermement qu'il fallait arrêter l'agression, enfin arrêter les attaques et revenir à la table de négociation. Il s'est entretenu, a-t-il tweeté, avec Nicole Pachinian. Voilà. Je pense que vu des États-Unis, ce front secondaire ne les intéresse pas plus que ça. Éventuellement, si ça peut, permettre d'amoindrir l'influence russe dans la région, ils salueront ça. Mais ce n'est pas le chemin que ça prend. Aujourd'hui, ça renforce plutôt l'influence russe, parce qu'il faut bien comprendre quand même que l'Azerbaïdjan aujourd'hui est en partie soutenu par la Turquie et en partie soutenu par la Russie. Et il est d'autant plus soutenu par la Russie que la Russie a peur que l'Azerbaïdjan tombe totalement sous influence turque. Il l'a déjà beaucoup, mais il faut bien comprendre que Ilham Aliyev est sans doute le plus russophile des élites d'Azerbaïdjan. Si demain il n'y a plus Ilham Aliyev,
on aura un pays encore plus orienté vers la Turquie. Et donc, elle lui donne des gages pour qu'on continue l'agression. Face à ça, je ne crois pas, très honnêtement, que les États-Unis aient une politique très définie. Bon, bien sûr, ils vont protester, ça va être des protestations de façade, mais ça ne les intéresse pas vraiment. Voilà, c'est pas vraiment ils n'ont pas jugé ça comme des prioritaires. Oui, oui non, c'est mon avis en tout cas. Oui, mais c'est intéressant parce que quand même, donc on a vu ce changement d'influence, le fait que l'Arménie se tourne plus vers les Américains que vers la Russie, c'était un choix. Et donc aujourd'hui, peuvent-ils considérer que c'était une erreur? Qui ça, les Américains ou les Arméniens? Les Arméniens. Ah, bah, ça, c'est une question compliquée. Je pense, évidemment, Nicole Pachinian n'a plus du tout le soutien qu'il avait au début. Hein. Son taux de soutien est tombé à, je crois, 30% au sein de la population. Il est faible. Hier, il y a eu donc des manifestations. Il y a des gens qui veulent aller se battre, c'est-à-dire défendre le Karabakh. Il y avait même des cordons de policiers autour du palais présidentiel et de l'Assemblée. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, de manière un peu comment dire, désinvolte, sans lucidité. La vie est belle en Arménie aujourd'hui. C'est-à-dire que, en tout cas, dans la capitale, vous avez une certaine effervescence économique. Vous avez des gens vous avez, oui, une croissance économique avec des startups qui se montent. Il faut pas croire que c'est un pays, si vous voulez, déprimé. Mais au contraire, hein, je dirais même qu'il y a Nicole Pachinian, on peut lui porter ce crédit d'avoir, dans une certaine mesure, limité la corruption, ce qui a favorisé le développement économique, ce qui a favorisé l'emploi, ce qui favorise l'activité, ce qui favorise finalement le modèle occidental. Mais tout ça est extrêmement précaire, fragile, parce que il ne faut pas croire que la fin du Karabakh, qui est annoncée aujourd'hui, hein, si demain il n'y a plus de Karabakh, il ne faut pas croire que ça va s'arrêter là. L'Azerbaïdjan demain revendiquera le Syunik, c'est-à-dire cette région sud de l'Arménie, et puis toute l'Arménie, et l'Azerbaïdjan sera toujours soutenu par la Russie, qui a besoin, indépendamment du Karabakh, du Syunik ou d'ailleurs, qui a besoin d'un conflit pour justifier sa présence. Donc il y a là, tout va bien en Arménie, mais c'est vraiment de l'illusion. C'est de la façade. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont réellement menacés. D'accord. Alors, Éric Denessé, d'abord sur la question des Américains, comment vous les voyez réagir ou ne pas réagir sur cette scène arménienne? Et ensuite, concrètement, avec tout ce que vous nous dites, et qui n'est pas très encourageant, en tout cas pour les Arméniens, que devrait-il faire? Que faut-il faire si on est attaché à la cause arménienne? Mais d'abord, par rapport aux Américains, Éric Denessé. La politique américaine, elle est à la fois difficilement décryptable, comme le disait Laurent Léquian, et puis elle est extrêmement complexe et ambivalente pour plusieurs raisons. On se souvient que Nancy Pelosi est allée sur place, je crois que c'était au printemps dernier, où elle a encore commis quelques gaffes, mais ça a été une forme d'engagement des États-Unis qui n'était pas nécessairement d'ailleurs pilotée par la Maison-Blanche, comme beaucoup d'actions qu'a menées Nancy Pelosi ces dernières années. Deuxième chose, les Américains sont toujours très anti-iraniens, donc le fait de voir Téhéran comme étant le principal soutien de l'Arménie, à la fois contre l'Azerbaïdjan et en raison des liens Israël-Bakou, préoccupe aussi les Américains. Ils ne sont pas du tout, je dirais, comment dire, indifférents au fait que leur présence en Arménie peut gêner Moscou. Donc on a là toute une série d'éléments. Et puis j'ajouterais qu'ils ne veulent pas non plus aller trop loin, dans la mesure où ils se battent depuis maintenant près de 2 ans pour essayer de maintenir la Turquie dans le camp de l'OTAN, parce qu'elle réussit pour l'instant un très bel exercice d'équilibriste entre la Russie et l'OTAN. Et donc tous ces critères rentrent en ligne, et ça fait qu'il n'y a pas de véritable politique américaine sur la région. Il y a de temps en temps des coups, des déclarations, des voyages, mais pas un soutien réel. Bien évidemment, la communauté arménienne aux États-Unis manque à la fois de bras et de relais et d'action. Donc tout ça, je dirais, réduit considérablement l'action que peuvent avoir les Américains dans la région. Je dirais, ils en parlent parce que, en tant que première puissance mondiale, ils ne peuvent pas être silencieux par rapport à ce qui s'y passe, mais comme le disait Laurent, leurs intérêts sont tout à fait mineurs sur place. Alors concrètement, oui, allez-y. Oui, pour l'avenir, c'était la deuxième partie de la question. Bien sûr, on est très inquiet parce que, comme le disait Roland Léquian, l'histoire montre que les Turcs et les Azéris ne s'arrêtent jamais.
il faut rappeler que jusqu'à la date de 1071, qui était la bataille de Manzikert, il n'y avait aucun Turc dans la péninsule anatolienne et quasiment pas dans le Caucase du Sud. Donc la conquête turque s'est mise en place. Et puis on l'a vu sur les terres arméniennes depuis la fin du Moyen Âge. Systématiquement, ça a été du grignotage, du déplacement, de l'épuration ethnique, des massacres. On l'a bien sûr vu en 1915, on l'a vu en 1988 dans des pogroms à Bakou ou ailleurs. Alors, bien sûr qu'on a tous les éléments qui nous permettent de dire que le jour où, si malheureusement le Haut-Karabakh est repris de vive force par l'Azerbaïdjan, que les populations arméniennes en sont expulsées, ça ne s'arrêtera pas là et que l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce qu'il ne faut pas oublier la Turquie, revendiqueront d'autres portions du territoire arménien jusqu'à ce que tous les Arméniens aient disparu. Ce n'est pas du procès d'intention que je fais là, il suffit de lire tous les textes, de regarder les vidéos, de lire aussi bien en Turquie comme en Azerbaïdjan les déclarations des responsables, des historiens, des partis politiques pour voir que ceci est véritablement inscrit dans leur gène. Je dirais que malheureusement, bien sûr, il faut le dénoncer, il faut le répéter, mais je dirais aussi malheureusement les Arméniens ne se sont pas aidés eux-mêmes. Ils avaient réussi une très belle opération militaire en 1994 en libérant le Haut-Karabakh et en s'emparant d'un certain nombre de régions. Les Arméniens du Haut-Karabakh n'ont pas été aidés par l'Arménie qui n'a jamais souhaité reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh et ça a été peut-être un calcul compréhensible à l'époque, mais qui à long terme s'est révélé totalement contre-productif. Et puis surtout, nos amis arméniens se sont endormis sur leur laurier à partir de 1994, n'ont pas préparé de défense militaire digne de ce nom, n'ont pas renforcé leurs moyens de défense, alors qu'à l'inverse, les Azéris, grâce notamment aux recettes du gaz et du pétrole, ont construit une véritable armée et ont balayé en 2020 la population du Haut-Karabakh. Donc, finalement, j'ai envie de dire, on est dans une situation assez paradoxale et assez pathétique, même désespérante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider les gens du Haut-Karabakh et les Arméniens s'ils ne commencent pas par s'aider eux-mêmes. Et c'est la grande difficulté aujourd'hui qui se produit pour ce peuple. Alors, vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir sur les réseaux et en direct puisque vous nous écoutez. Et une question qui est posée, c'est vrai qu'elle se pose, ils disent mais finalement a-t-on vraiment vocation à intervenir, à être le gendarme du monde? C'est une question qui s'est déjà posée pour la scène ukrainienne. Alors on peut poser la même pour l'Arménie. Est-ce que c'est vraiment notre rôle aussi d'aller intervenir? Je me tourne vers vous, Laurent Lélékian. Non, c'est une très bonne question. Effectivement, on ne voit pas. Enfin, l'Occident professe des valeurs et les dit universelles et veut les répandre partout. Le vrai problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elle n'est pas cohérente avec, que l'Occident n'est pas cohérent avec lui-même. Soit effectivement, il le fait, et dans ce cas-là, il assume les conséquences de ses proclamations, l'universalité de ses valeurs, et il le fait partout. Soit il le fait nulle part, et dans ce cas-là, c'est pas des valeurs universelles, ce sont des valeurs occidentales. Mais effectivement, on ne voit pas au nom de quoi on interviendrait. Alors un coup en Bosnie, un coup en Ukraine, mais pas au Yémen, mais pas en Arménie. Mais voilà, c'est illisible et ça ruine les prétentions à l'universalité de ces principes. Je voudrais revenir sur le point d'avant, sur ce qu'on devrait faire, ce que devrait faire l'Arménie. Comme l'a dit Éric Denessé, l'Arménie après la défaite de 2020, a dit qu'elle ne s'occuperait plus du Karabakh, que le Karabakh, c'est un problème azerbaïdjanais, moyennant le fait que l'Azerbaïdjan devait accorder des droits à la minorité arménienne. Elle a voulu, en faisant ça, elle a cru donner des gages. Non, elle a cru être maligne en reportant la responsabilité de ce qui se passait au Karabakh sur les Russes. Mais c'est un mauvais calcul, puisque les Russes se moquent éperdument de questions de droits de l'homme, de questions des droits des minorités. Le problème de Pachinian, et puis peut-être des prédécesseurs, c'est qu'il n'a pas su créer de rapport de force. L'Arménie n'a pris aucune initiative forte. La seule initiative qu'elle a prise récemment, et peut-être que c'est une bonne chose, s'il est trop tôt pour en juger, c'est la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce qui a eu pour effet d'irriter la Russie qui l'a pris pour elle, alors qu'évidemment, c'est sans doute l'Azerbaïdjan qui est visé. Mais il y avait mille moyens de créer des rapports de force, en diversifiant les alliances militaires. Enfin, il y avait des choses à faire, ce qui a commencé à faire un peu l'Arménie.
mais pas assez trop tard. Et puis surtout, on n'annonce pas qu'on va faire les choses avant de les faire. On les fait et ensuite on annonce des changements de politique parce que sinon, tous ceux qui sont contre, vous les mettez à dos. Ça a relevé d'un très grand amateurisme politique, tout ça. Et je voudrais revenir, et on va finir là-dessus, sur la raison pour laquelle finalement la France devrait quand même s'intéresser au sort des Arméniens. Chez nous d'ailleurs, je signale qu'on a quelques relais malgré tout. Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine qui est très très présent sur cette question, qui va sur place et qui défend, en tout cas tente de faire entendre le sort des Arméniens en France. Et puis l'aventurier Sylvain Tesson qui en parle souvent également et qui dit que finalement l'Arménie c'est un peu notre civilisation, un petit îlot de notre civilisation en avance sur le côté oriental avant d'arriver chez nous, et que finalement leur sort est peut-être notre futur sort, et rien que pour ça il faudrait peut-être s'y intéresser. Éric Denessé, Laurent Léquian, à ce sujet justement sur le fait aussi que on a peut-être un devoir moral vis-à-vis d'une civilisation, d'une culture qui est la nôtre et qui nous ressemble. Alors, oui, bien sûr. Laurent Léléquin parlait tout à l'heure des valeurs, avec juste titre que nous professons et que nous bafouons une fois sur deux. J'ajouterais, juste avant d'en venir à l'histoire, c'est pareil sur le droit. Le principe numéro un, le problème numéro un aujourd'hui entre l'Arménie, le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, c'est l'opposition de deux droits. Le respect de l'intégrité des frontières, d'un côté, que professe l'Azerbaïdjan, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Or, l'Occident, quand ça l'arrange, fait prévaloir l'un et l'autre, ou l'autre, et on a vu que nous étions capables de le faire prévaloir, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Bosnie, au Kosovo, et nous ne reconnaissons pas ce principe-là, ni en Crimée, bien sûr, et surtout pas au Haut-Karabakh. Quant aux liens entre la France et l'Arménie, ils sont nombreux. Je pense qu'il faut rappeler que nous avons une très importante communauté arménienne sur notre sol, laquelle est d'ailleurs victime de temps à autre, je dirais, d'un véritable racisme turc, notamment au moment de la guerre de 2020, sur notre propre sol. Donc nous sommes directement concernés par cela. Et puis nous avons quand même une tradition de défense des chrétiens d'Orient. Alors même pour l'État laïque et républicain qui est le nôtre, nous ne pouvons pas nier notre passé, notre histoire. Et encore une fois, c'est un peuple chrétien qui se trouve à l'autre bout de l'Europe, dans ce Caucase. Nous nous mobilisons pour des causes qui, je dirais, culturellement sont moins proches de nous, comme celle des Rohingyas, par exemple, ou pour ne citer qu'eux, qui sont en Birmanie, à l'autre bout de la planète. Il serait quand même extrêmement dommageable que nous n'ayons pas un minimum de compassion et d'aide pour nos amis arméniens et du Haut-Karabakh dans cette situation-là. Donc, effectivement, tout plaide pour que la France soit parmi les pays qui soient le plus en pointe. Nous ne sommes pas le gendarme du monde, nous n'avons pas les moyens financiers ni militaires d'intervenir, mais je pense que le soft power français, qui certes n'est pas le plus important du monde, existe toujours, et que nous pouvons et nous devons jouer un rôle très important pour résoudre ce conflit et protéger les populations arméniennes de l'Artsakh. Oui, et Laurent Léquian, pour conclure également Oui, donc je reviens sur ce qu'a dit Éric Denessé, sur ces deux principes du droit international. Mais effectivement, l'Azerbaïdjan met en avant cette affaire d'intégrité territoriale. Il faut bien comprendre que dans l'esprit des gens qui ont conçu ces principes, l'intégrité territoriale avait précisément pour objectif de protéger le droit à l'autodétermination des peuples et non pas de détruire une population en son sein. Donc c'est un véritable dévoiement du droit international que de mettre en avant l'intégrité territoriale pour détruire une population. C'est ce qu'ont fait les nazis d'ailleurs en leur temps. Faut être clair là-dessus. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on devrait faire ou sur vis-à-vis des Arméniens, est-ce qu'on a un devoir envers eux? Je ne sais pas si les Français, la France, l'Europe a un devoir envers les Arméniens, mais ce que je constate, ce qu'a constaté bien avant moi un grand penseur comme Solzhenitsyn, c'est le déclin du courage en Occident. Le déclin du courage. Quand vous n'êtes même pas capable ou plus capable de protéger votre propre territoire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France avec la submersion migratoire, comment voulez-vous aller protéger une population étrangère à 2000 km de là? Donc on peut continuer à professer des principes, si vous voulez, ça nous fait plaisir, on est content, mais voilà, je suis assez dubitatif sur notre capacité à nous projeter comme ça pour défendre des populations étrangères quand on n'a pas le courage
de se défendre nous-mêmes. Bon, et beaucoup d'auditeurs disent qu'ils attendent le film de BHL sur ce qui se passe en Arménie. Voilà, c'était pour finir sur une petite note cynique. En tout cas, merci beaucoup Éric Denessé, directeur du CF2R et auteur, plutôt à diriger cet ouvrage collectif avec Tigran Ligavian du Haut-Karabakh, le livre noir aux éditions Ellipse. Et merci à vous, Laurent Léléquian, analyste géopolitique et spécialiste de l'Asie mineure et du Caucase. C'était absolument passionnant et surtout, ça nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, les enjeux autour de ces Arméniens bombardés. Merci beaucoup.